paradigme. Et dans vos discours, c'est ce que j'ai ressenti. Vous savez, moi, je suis un ingénieur de télécommunications par formation, mais je m'intéresse beaucoup à l'histoire des Africains. Vous avez parlé, monsieur l'envoyé spécial, le secrétaire général, de la division de l'Afrique. Effectivement, la conférence de Berlin, qui s'est tenue le 15 septembre 1884, et s'est terminée en janvier-février 1885, on a décidé du partage de l'Afrique. À cette rencontre, il y avait à peu près 14 puissances les plus puissantes dans le monde. Mais il y a 3 ou 4 qui commandent. En ce moment, c'est la France et l'Angleterre. Les Américains étaient là. Ils ont juste dit qu'ils sont surpris qu'on parle de l'Afrique, il n'y a aucun Africain. Bon, les autres acceptaient, c'est les 2 qui dictaient les conditions. Donc les acteurs qui ont tiré leur épingle du jeu, c'est la France, l'Angleterre, la Belgique et l'Allemagne. Le roi Léopold a eu le Congo comme propriété, ça lui suffisait. Bismarck est apparu comme le grand organisateur du monde, le vizir qui décide de l'avenir de l'Afrique. Les Français et les Anglais avaient fait pousser leurs pions. Vous savez que quand vous lisez les conclusions de la conférence de Berlin, nulle part ils n'ont parlé de colonisation. Ils ont dit la France a sa mission civilisatrice. L'Angleterre, les 3 C, le christianisme, le commerce et la civilisation. Donc c'est ce qu'il y avait dans les conclusions. Mais les vraies intentions, on ne les a pas écrites. Mais quand ils sont venus, donc j'ai oublié, ça c'était la première conclusion, ce que je vous avais dit là. La deuxième, c'est de dire qu'en Afrique, il y a 2 grands fleuves, le Congo et le Niger. Ils vont aider à réglementer la circulation sur ces fleuves. Voici les grandes conclusions de la conférence de Berlin. Mais quand ils sont arrivés, on a découpé l'Afrique, on a tué les personnes, on a tué les chefs. Lorsque dans une tribu, on voit un chef, on dit à ton frère qu'il est plus beau, c'est lui qui doit être président, c'est lui qui doit être le chef, on lui donne des armes pour tuer son frère. Quand ils sont sûrs qu'il a fini, il vient rendre compte qu'il a tué son frère, au retour on le tue. Et la tribu n'a plus de chef, ils la prennent. Ils voient certains chefs, ils négocient avec eux pour leur donner des terres, pacifiquement. S'ils acceptent leur domination, ok. S'ils refusent, on le tue, on prend les terres. C'est comme ça que l'Afrique a été dépecée. Donc, mission civilisatrice, christianisme, commerce, civilisation. Nulle part, on a dit les vraies intentions. On a fait 70 ans dans ça. Après, il y a eu les 2 guerres mondiales. La France et l'Angleterre étaient obligés de faire recours aux Noirs des colonies pour faire la guerre, comme des chairs à canon. On a amené les Africains, je parle du cas de la France, en grand nombre. Et là-bas, les Africains ont découvert que les autres ne sont pas plus courageux qu'eux. Ils ne sont pas plus intelligents. Souvent, c'est les Africains qui montent à l'assaut quand c'est difficile. Ils mouraient en grand nombre. Et les Français ont constitué ce qu'ils appellent les tirailleurs sénégalais. En fait, c'est tous ceux qui viennent des colonies, ils ne viennent pas du Sénégal seulement. Et ils sélectionnaient pendant la pénétration coloniale les peuples où il y avait beaucoup de résistance militaire. Donc, ils sont braves pour la guerre. Beaucoup ont été pris du Soudan. C'est pourquoi parmi les tirailleurs sénégalais, la langue
de communication, c'était le Bambara. Ils étaient nombreux ceux qui sont venus du Soudan. Les Français leur ont dit, après l'indépendance, la France se bat pour son indépendance. Après, vous aurez la liberté. Les Africains se sont battus. La France défaite. Tous les Français ont fui. Les dirigeants ont pris leurs femmes. Ils ont fui leurs enfants. Ceux qui sont restés, ils sont soumis à l'Allemagne. Et la capitale de la France libre, en 1944, ce n'était pas Paris, c'était Brazzaville. La capitale de la France libre en 1944, c'était Brazzaville. C'est les Africains qui ont restitué aux Français leur honneur et leur dignité. Quand la guerre est finie, tous les officiers intelligents et braves, on s'est organisé pour qu'on ne voit pas dans les photos l'entrée des militaires français à Paris. Il n'y a pas de noirs là-dedans. Il n'y a que De Gaulle avec des militaires blancs. Il n'y a pas de noirs quand Paris a été libéré. Mais ça n'a pas suffi. Les officiers, les militaires intelligents, braves, courageux, on a trouvé des artifices pour les éliminer tous. Et ceux d'entre eux, quelques militaires, qui sont allés au Sénégal, sur la base de Tcharoui, ils ont juste demandé leurs droits. Ils n'ont pas demandé des avantages. Les mêmes droits, ils se sont battus avec les Français. On les a tous tués, massacrés. Pour la leçon. Depuis, l'idée, c'est que les Africains ne peuvent pas, comme l'Angleterre et l'Union soviétique, ont poussé à la décolonisation pour casser les empires, parce qu'ils avaient besoin de monter eux aussi. La Hollande, l'Espagne, l'Angleterre ont décolonisé. Les Français ont décidé de partir, mais en restant. Partir tout en restant. Et ils sont rentrés dans des combinaisons institutionnelles. L'Union française, la fédération avec l'Afrique, ils ont proposé à toutes les colonies africaines, on va faire une fédération. Vous allez avoir votre État. Tout va se régler chez vous. Mais la défense, la politique étrangère, l'enseignement supérieur, c'est en France. Tout le reste, vous faites comme vous voulez. On a fait toutes les années 50 dans ce débat. À la fin, quand ils ont vu que l'histoire s'accélérait, les Africains s'écoutaient, donc les gens ne vont pas accepter. Ils ont décidé de donner l'indépendance à tout le monde. C'est pourquoi les pays africains, 1960, 61, 62, on a tous donné. Et vous savez, le premier ministre français de son temps, il s'appelle Pierre Mesmer. Il était auparavant un gouverneur des colonies. Voici ce qu'il a écrit dans ses mémoires. Il dit qu'en 1960, ils ont donné l'indépendance à ceux qui l'exigeaient le moins, ceux qui le demandaient avec le moins d'intransigeance. Mais avant, ils ont pris soin d'éliminer politiquement et physiquement tous ceux qui demandaient l'indépendance avec intransigeance. C'est écrit noir sur blanc dans ses mémoires. Donc, quand on a organisé, ils se sont organisés. Éliminer politiquement, c'est quoi? Ils ont organisé des élections. Tous les chefs politiques qui étaient contre eux, ils ont fait perdre leur parti. Sauf en Guinée, ils n'ont trouvé personne pour dire qu'il n'est pas d'accord. Maintenant, ceux qui ont gagné les élections, ils leur ont donné le pouvoir. Parce que leur parti n'était pas contre la France. Ils voulaient l'indépendance, mais ils n'étaient pas contre. Donc une élection indirecte. C'est pourquoi tous les présidents de l'indépendance, là, personne n'a été élu par les populations. Il est chef de parti, son parti a gagné les élections, il est devenu président. Maintenant, les pays où ça n'a pas marché, au Cameroun, où l'Union des populations du Cameroun, l'UPC a gagné.
les Français ont déclenché la guerre. Ils ont tué des millions. On a brûlé au lance-flammes des villages entiers. Les dirigeants ont été tués au maquis. D'autres ont été empoisonnés dans les restaurants en Europe. Jusqu'à ce qu'ils finissent avec tous les contestataires. En Algérie, des villages entiers ont été rasés. Des millions de personnes sont mortes. Et l'Afrique est indépendante. Maintenant, il nous faut les présidents africains installés. Ceux qui voulaient se mettre au service de leur population. Qui ont compris qu'ils ont intérêt à travailler pour leur peuple. Quand ils ont commencé à porter leurs sentiments nationalistes, c'est comme quelqu'un qui clignotait à droite avec De Gaulle. Maintenant, il a compris, il a décidé de virer à gauche. On a organisé le sabotage des pays, de l'économie. D'autres, on a organisé la division. Comme vous êtes du Nigeria, ils ont organisé la guerre du Biafra pour avoir accès aux ressources pétrolières, pour diviser le pays. Est-ce que vous savez qu'en ce moment, tous les chefs d'État qui ont accepté de faire leur jeu, quand ils n'avaient plus besoin d'eux, ils les ont jetés comme du chiffon. Le président du Gabon n'a même pas été soigné en France, il est mort. Le président de Côte d'Ivoire, on l'a tenu comme il peut. Comme lui, tout le monde le respectait. Le Biafra n'a pas survécu comme État parce que les pays africains ont compris. Le Niger aujourd'hui, contre lequel des Européens veulent pousser le Nigeria à prendre des sanctions. Les officiers du Niger, le peuple du Niger a refusé. Ils ont aidé le Nigeria à garder son unité. Le président qui était là-bas, en réalité, ils ont tout fait pour l'avenir au pouvoir, mais il a compris, vous savez, le nationalisme, la fierté des Africains sort toujours. Sinon, celui qui en a fait perdre au Niger était plus populaire que lui. C'est pourquoi quand les notables du Nigeria, les officiers supérieurs, nous on est informés, les militaires, les sénateurs ont dit au président pas de sanctions contre le Niger. Je leur ai dit bravo. Ça, c'est des leçons d'histoire. Parce que ceux qui veulent pousser le Nigeria dans des sanctions contre le Niger aujourd'hui, ce n'est pas pour la démocratie, c'est pour leurs intérêts seulement. Vous avez parlé du Mali. Vous savez, il y a la fédération du Mali, comme vous êtes sénégalais. Vous savez, le nom Mali, c'est un Sénégalais, c'est Senghor qui a donné le nom Mali. À la mémoire du grand empire malien. Quand il y a eu la fédération entre le Sénégal et le Mali, le mot Mali est venu de Senghor, en mémoire de l'empire du Mali. Mais ils ont joué pour casser, pour des raisons politiques. Parce que vous connaissez l'orientation politique de Senghor. Il parlait le grand français, il disait aux Africains qu'ils demandent l'indépendance immédiate, mais ils étaient d'accord, mais ils n'ont pas dit l'indépendance immédiatement. Il a cligné à droite, il est allé à gauche. Vous avez vu? Les Français ont tout fait pour casser la fédération. Les ambitions des Africains ont joué. Parce que dans la même nuit, ils ont reconnu la fédération. Et le lendemain, De Gaulle invite les présidents Mamadou Dia et Modibo à Paris pour parler avec eux. Donc, il faut, si on regarde l'histoire, c'est très facile de comprendre. Ce que Joseph Borrell a dit en 2023, si tous les dirigeants européens pensent comme ça des Africains. Donc, ils sont venus, tous les dirigeants, que vous soyez à gauche ou à droite, on a créé les partis uniques. Parti unique au Mali, ils sont tous venus à la suite du multipartisme, de la démocratie pluraliste. Mais ils ont tous imposé les partis uniques. Dans tous ces pays-là. Ceux qui se sont opposés, ils les ont éliminés. Tous. C'est ce que vous faites à dire souvent aux dirigeants de l'Afrique progressiste, quand ils se plaignaient des Sud-Africains. Mais vous faites Bani leur a dit un jour, mais au moins les Sud-Africains, ils ont gardé Mandela vivant. Mais vous, qui a gardé votre opposant vivant? Démontez-moi.
Vous avez tous éliminé vos opposants. Donc, que vous soyez à gauche ou à droite, on vous a tous mis dans le même moule. Ils ont continué avec les mêmes personnes. Ceux qu'ils ont pu faire tomber, on les a fait tomber. Ils ont fait 30 ans. Après, on s'est levé. Le prix du cacao, le prix de l'or, le prix du poisson, tout ce qui est en Afrique, on a divisé les prix par 3. Les prix se fixent à Londres. Le prix de l'or, du diamant, de tout c'est à Londres. On a divisé les prix par 2 ou 3. Ce qu'on a appelé la chute des termes de l'échange. Donc les gouvernements se sont retrouvés du jour au lendemain. Celui qui avait $1000 s'est retrouvé avec $300. Or, la population augmente, les besoins augmentent. Donc les médias ont commencé à formater les esprits. C'est parce que c'est des dictateurs, c'est des voleurs qui dirigent vos pays. Mobutu Sese Seko était le centre de la politique de l'Occident de l'Afrique. Tous les mouvements de libération. C'est là-bas qu'on préparait la lutte. On a assassiné Lumumba, on organisait tous les mouvements qui étaient contre la libération, c'était au Zaïre. Mais quand ils n'ont pas eu besoin de lui, ils ont dit en Europe c'est un dictateur, c'est mauvais, et tout le monde s'est mis à dire la même chose parce qu'ils n'avaient plus besoin de lui. Les Omar Bongo, on a commencé à dire les biens mal acquis en France, mais ils ont été acquis quand? C'est dans leur banque. Les autres ont su intelligemment jouer les Senghor, les Houphouët-Boigny jusqu'à quitter la scène sans trop de vagues. On a dit à tout le monde, tous les problèmes de l'Afrique là, c'est la démocratie. C'est parce que vous avez des dictateurs, il faut qu'ils quittent. C'est eux dont les élèves, les intellectuels, les syndicats, on dit qu'il faut augmenter les salaires par 2. Et Radio France dit oui, d'après nos statistiques, les ressources peuvent être augmentées par 2. Donc les syndicats demandent, les intellectuels demandent, les élèves demandent. Le gouvernement, on divise ses ressources. Et Houphouët-Boigny a dit aux Occidentaux, dans 30-40 ans, les Africains ne vont pas accepter ce que vous faites. Les prix du cacao, les prix des matières premières ne seront plus fixés en Europe, mais c'est en Afrique. On va discuter d'égal à égal. Fin des années 90, les Houphouët, Mobutu est allé à l'ONU pour parler des guerres ethniques qui provoquent dans le sud de son pays. Et on organise la conférence de la Baule. On dit qu'il faut aller à la démocratie. Donc, tous les chefs d'État apparaissent comme des dictateurs. Donc, tous les problèmes du pays, nous pensons tous, même quelqu'un qui a mal au ventre, il dit que c'est le président, parce que c'est un dictateur. Il a mal à la tête, il dit parce qu'il a un dictateur. Or, ce dictateur-là, tout ce qu'il faisait de mal, mais l'argent va chez eux, ce qui est volé, c'est chez eux, mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de lui. Donc, on formate les esprits. Un Malien, quand il se réveille, le matin, la première des choses, il ouvre Radio France Internationale. Nigeria, il ouvre BBC, Voice of America. La France met 600 millions d'euros. L'Angleterre près d'1 milliard d'euros. Uniquement pour les radios, pour les Africains. Comme ça, on formate depuis l'enfance. Les intellectuels, dès que tu te lèves, tu ouvres RFI, Télé, France 24, au Nigeria, CNN, on ouvre Voice of America, on ouvre BBC. Donc, au fil des années, on formate la pensée, la façon de voir le monde des Africains. On fait un temps, les gens sont formés, on nous dit que c'est la démocratie. Or, aucun de ces pays, dans l'histoire de l'humanité, aucun pays ne s'est développé à partir de la démocratie. C'est quand ils se sont développés, ils sont devenus riches, qu'on a commencé à rendre la vie plus paisible pour les hommes. Le vote même, au début, en France, c'est en 1952 que les femmes ont commencé à voter. C'est ce qui comprend le sens du vote. Un affamé qui n'a pas à manger, il meurt de faim, vous lui donnez 2 kilos de riz, mais il vote pour vous. Il ne vote pas pour vos convictions. Ou bien vous voyez des leaders politiques qui font des puits dans les villages, ils font des routes, ils font des ponts. Mais en France ou aux États-Unis, est-ce que le président va faire des ponts ou des routes? Un homme politique, c'est un agitateur d'idées.
C'est en Afrique qu'on voit un chef de parti qui va faire un pont dans un village, il donne à manger. Mais c'est la corruption. Donc, dès le bas âge, on apprend les gens. La démocratie est liée à la corruption. Tout est lié. En fait, c'est pour nous formater les cerveaux. Aucun pays, moi je l'ai dit ici à l'ambassadeur de Corée, il est venu ici, il m'a parlé un peu des deux grands problèmes qu'ils avaient dans leur pays après la Seconde Guerre mondiale. La faim et l'accès aux technologies. Ils ont résolu en 5 ans le problème de faim, définitivement. Personne n'a faim dans leur pays. Et aujourd'hui, c'est un pays phare en nouvelles technologies. Mais tout ça, ce n'est pas sous des démocraties que c'est venu. Au début, ce n'était pas des régimes démocratiques. Un pouvoir démocratique, pour qu'un pouvoir soit légitime, il y a des conditions qu'il doit remplir. Premièrement, assurer la sécurité physique de ses citoyens. Un pouvoir qui ne peut pas assurer la sécurité de ses citoyens, il ne peut pas être légitime. Deuxièmement, assurer sa sécurité alimentaire. Un pays où les citoyens ont faim, il ne peut pas être digne. Assurer sa sécurité en l'éduquant. Quand l'homme vit, il mange bien, il est bien éduqué, il est bien soigné. Voici les éléments de légitimation d'un pouvoir. Quand un peuple est bien éduqué, j'ai dit à l'ambassadeur de Corée, aujourd'hui votre peuple est bien éduqué. Il peut se lever et renvoyer un président. Mais au début, ce n'était pas ça. Il fallait d'abord les nourrir, qu'ils n'aient plus faim, qu'ils soient éduqués, qu'ils comprennent. En ce moment, on est à la démocratie. Parce que le peuple fait son choix en connaissance de cause. Mais quand vous avez 95-98% de la population qui a faim, qui meurt de faim, vous amenez 2 kilos de riz et le bulletin de vote. Vous lui donnez le kilo de riz, il prend te donne le bulletin de vote. Il n'a pas voté pour des convictions. Il a voté pour ne pas mourir de faim. Or, c'est ce qu'on se fait chez nous. La pauvreté s'accentue. On dit la démocratie et on trouve une élite, une petite élite qui devient leur interlocuteur. Il fait 5 ans, 2 fois 5 ans, il s'en va. Mais quand ils étaient à notre niveau de développement, il n'y a pas de limitation de mandat chez eux. Tant que le peuple veut, il te prend. Quand ils ont atteint un niveau de développement, ils ont changé. Ils ont mis, tu fais 5 ans. Mais chez nous, c'est fait pourquoi? Parce qu'ils ont corrompu l'élite. Quand vous faites 10 ans, ils ont fini de vous exploiter. Vous avez transféré tout ce que vous avez volé dans leur pays. Les maisons, l'argent. Vous partez, un autre vient. Et c'est un perpétuel commencement. Même si vous êtes sur une trajectoire, ils vont la lever. Mais tout le monde croit à ça. Surtout lorsque celui qui a la tête, il profite. Les limitations des 3e mandats, on a embrouillé tout le monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand ils ont fait 30 ans de démocratie. Remarquez seulement, je vous dis de noter, tous les pays africains où le pouvoir a changé à la suite de la conférence de La Baule, dans tous ces pays, il y a eu des guerres civiles et des coups d'État. Aucun pays n'a échappé. Aucun. Tous les pays où il n'y a pas eu de guerres civiles et des coups d'État, c'est des pays où on n'a pas pu changer le pouvoir après La Baule. 30 ans après, on dit, les démocrates, ils viennent, ils détruisent l'armée. Dès qu'ils viennent, ils désorganisent l'armée. Ils désorganisent le système éducatif. Et ils élargissent la corruption. Au bout de 30 ans, vous avez des peuples non instruits, dirigés par des corrompus. Quelques-uns, mais qui sont en relation avec eux. Ils ont des maisons, ils ont des comptes, ils sont dans les avions, et ils sont bien. Il finit, il prend sa femme et ses enfants, il va chez eux. On amène un autre. Maintenant, on a fini avec ça, on a créé le terrorisme. Tous les mouvements terroristes, nous le disons, notre ministre des Affaires étrangères l'a dit, sont des créations des services secrets de certains pays étrangers. Chez nous, nous avons la preuve. Nous avons été aux États-Unis, à l'ONU. On a voulu donner les preuves. On nous en a empêchés. Les mouvements terroristes au Mali sont des créations des services secrets de certains pays étrangers.
Toutes les guerres au Mali nous ont été importées. Les Maliens n'ont provoqué aucune guerre. La guerre et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont à la tête des États des dirigeants qui sont faibles, qui acceptent, ils rentrent dans des négociations, 2 ans, 3 ans après on fait un accord bancal. C'est des accords juste pour attendre que les terrorismes s'organisent. J'ai donné des leçons aux Maliens hier, leçons de l'histoire. Vous savez tout ce qu'on fait en Afrique là. Les Européens l'ont vécu. En 1940, le ministre des Affaires étrangères de l'Angleterre, Chamberlain, il a été en Allemagne, signé avec les fascistes un accord de paix. Quand il est venu, toute la population d'Angleterre est sortie pour le soutenir. Même la reine. Il y a un homme qui a dit non, c'est Winston Churchill. Il a dit que vous avez été signé une paix de la honte avec le fascisme pour éviter la guerre. À la fin, vous aurez et la honte et la guerre. Et quelques années après, ils ont été attaqués. La reine n'a eu d'autre choix que d'aller le chercher et faire de lui Premier ministre. Mais c'est lui qui a conduit la guerre jusqu'à gagner. Ça, c'est un exemple. Mais au prix de quoi? Au prix de la mort des millions d'Indiens. On a affamé les Indiens. Ils sont morts. Tout le coton, tout le riz est transporté en Angleterre pour leurs soldats. Donc chez eux, c'est un héros. Mais si vous regardez dans ce pays-là, ils vont donner un autre qualificatif, mais c'est le titre de héros qui compte. Donc chaque pays a ses héros et ses criminels. Mais nous, c'est eux qui fabriquent les héros, ils fabriquent les criminels, ils viennent nous les donner. Le deuxième exemple, l'accord entre les Russes et l'Ukraine, après 2016. Mais les pays qui l'ont parrainé, la France et l'Allemagne, mais l'ancien chancelier d'Allemagne a dit qu'ils ont signé ça pour permettre à l'une des parties de gagner du temps pour l'armée. Donc, l'accord a été signé justement pour gagner du temps. Au Mali, c'est ce qu'on a fait. On a fait signer un accord de paix pour permettre à la rébellion et au terrorisme de s'étendre en Afrique. En 2013, quand la France intervenait au Mali, François Hollande, le président de la République française, a dit, in extenso, je vous appelle, il l'a dit ici, il l'a dit au Qatar, l'objectif de l'opération Serval, c'est de détruire le terrorisme, d'aider le Mali à recouvrir l'intégrité de son territoire et appliquer les résolutions des Nations Unies. 2013. En 2020, le terrorisme qui était confiné au nord du Mali a pris 80% du territoire. C'est étendu en Côte d'Ivoire, c'est étendu, a commencé à arriver au Togo, au Bénin. Donc ce qu'il a dit était faux. L'intégrité du territoire, c'est l'armée française qui a empêché à l'armée malienne de rentrer à Kidal à partir d'Anefis. Ils ont créé une enclave au nord du Mali. C'est dans cette enclave que les terroristes se sont entraînés pendant 2 ans. Après, ils ont répandu au centre. Le terrorisme est venu au centre du Mali. Or, au départ, en créant la MINUSMA, ce n'était pas prévu que la MINUSMA aille au centre. La MINUSMA est venue au centre, le terrorisme est venu au centre. On a oublié le nord. Pendant ce temps, les rebelles avaient des mines d'or qu'ils exploitaient. Les main-d'œuvre venaient du Soudan, du Tchad, des milliers, des bases, des mines d'or sont exploitées. Ils ont des jugements, ils ont des prisons. Le président du Mali ne peut pas aller à Kidal sans l'autorisation des rebelles. Le gouverneur de la République du Mali à Kidal, sa sécurité est assurée par les rebelles. Il refuse que ce soit l'armée malienne. Mais voici la situation qu'on a vécue. Mais pendant ce temps, il y a les discours, RFI a dit, BBC a dit, CNN a dit, ainsi de suite. On continuait.
Et le Mali s'est trouvé dans une situation, je veux que vous compreniez bien. Un malade qui a mal à l'oreille, on lui prescrit des médicaments, on lui dit dans 2 ans ça finit, l'accord de la paix. Au bout de 7 ans, la maladie a gagné tout le corps. Ou bien le malade attend la mort, ou il se lève, il change de médecin, il change d'analyse, il change de prescription, ou il change tout. Au Mali, nous avons décidé de changer tout. Et ce changement aussi, on ne l'a pas décidé comme ça. Nous avons dit tout simplement, nous allons diversifier nos partenaires. Parce que nous avions 50 000 forces armées sur le territoire malien. 50 armed forces en Malian territoire. Terrorisme avance. Donc il y a un problème. Le président sénégalais, mon cadet Macky Sall, je l'ai interpellé récemment, parce qu'en 2019, c'est le même qui s'interrogeait dans une conférence internationale sur la sécurité. Il dit, mais comment il y a 50 000 hommes au Mali et le terrorisme progresse? Mais cette année, quand on a dit à l'aménagement de partir, il dit, mais si l'aménagement part, comment les Maliens vont vivre? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autonomie de réflexion et de décision. Pour le même pays, la même personne, la même situation. Au Mali, nous avons décidé d'être autonomes, de conquérir la dignité, la souveraineté du Mali.